L'objet du séminaire d'aujourd'hui est de servir en quelque sorte de mise au point avant notre colloque sur la transfictionnalité qui aura lieu en octobre prochain. Je rappelle que la transfictionnalité, notion forgée par le Canadien Richard Saint-Gelais, est ce phénomène par lequel au moins deux textes, du même auteur ou non, se rapportent conjointement à une même fiction, que ce soit par la reprise de personnages, prolongement d'une intrigue préalable ou partage d'univers fictionnels. On le voit bien, les ressemblances avec la transtextualité genétienne ne manquent pas, mais il existe au moins deux divergences importantes entre les approches de Genette et de Saint-Gelais. D'une part, la transfictionnalité refuse les distinctions trop rigides entre œuvre originale et épigone, texte majeur et texte mineur, qui sont étudiés sur un plan de relative égalité, alors que Genette reste à cet égard assez conservateur. D'autre part, la transfictionnalité donne à la notion de texte un sens extrêmement large qui va du texte écrit à sa représentation ou à sa mise en image ou en musique, ce qui permet de mettre en relation différents supports ou différents médias, y compris en intégrant des formes de fiction souvent reléguées en marge des études universitaires, telles que la bande dessinée ou les séries télévisées. Aujourd'hui, pour nous familiariser avec les notions forgées par Richard Saint-Gelais, je propose de prendre comme fil conducteur plusieurs transfictions quichotesques, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres appartenant à différentes époques qui ont en commun d'être des dérivés ou des prolongements fictionnels de Don Quichotte de Cervantes. Comme ces œuvres sont extrêmement nombreuses, j'ai choisi de privilégier, pour restreindre un peu le champ d'étude, l'une des modalités de la transfictionnalité, que Saint-Gelais appelle les expansions. Mon choix s'est porté sur cette catégorie car elle offre un choix d'exemples extrêmement variés, mais aussi parce qu'elle a l'avantage d'être une catégorie gigogne, au sens où elle inclut souvent en son sein la plupart des autres modalités transfictionnelles. Une expansion est le prolongement d'une fiction antérieure pour la compléter ou bien pour en infléchir, voire en corriger rétrospectivement le sens. Ces expansions, explique Saint-Gelais, peuvent être aussi bien autographes qu'allographes et peuvent prendre trois formes principales. Il y a celle qui remonte vers l'amont et raconte ce qui s'est passé chronologiquement avant la fiction première, celle qui s'oriente au contraire vers l'aval pour relater des faits survenus après la fiction initiale, et enfin celle qui raconte ce qui s'est passé parallèlement, au même moment, appelée expansion par le milieu. Comme nous le verrons, dans les faits, les expansions du deuxième type, celles situées chronologiquement après le récit qu'elles prolongent, sont de loin les plus répandues. Quelles sont donc les solutions imaginées par ces transfictions pour prolonger les aventures de Don Quichotte et de Sancho? Quelles inflexions font-elles subir aux personnages et à la diégèse, voire à l'univers romanesque qu'elles s'approprient? Comment procèdent les continuateurs créateurs pour ajuster le matériau cervantin à leur propre projet d'écriture? Enfin, comment ces œuvres racontent-elles, pas à pas, le processus d'émancipation fictionnelle des personnages cervantins? Comment Don Quichotte passe-t-il successivement du statut d'hidalgo comique au XVIIe siècle à celui de héros romantique au XIXe, voire au statut d'icône pop qui peuple les mugs et les casquettes au XXIe siècle? Pour essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions, je procéderai en quatre étapes. Je m'intéresserai tout d'abord à quelques antécédents hispaniques des expansions quichotesques. Je montrerai ensuite comment l'œuvre de Cervantes, et dans une moindre mesure celle d'Avellaneda, son premier continuateur, théorise déjà intuitivement la transfictionnalité. Je m'arrêterai en troisième lieu sur quelques expansions quichotesques françaises de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, qui prolongent de façon inattendue les aventures du maître et de l'écuyer. Et je me demanderai enfin comment on en arrive à la lecture dite romantique de l'œuvre, et comment de celle-ci on passe progressivement à ce que Saint-Gelais appelle le stade médiatique de la fiction, favorisé par la prolifération des dérivés fictionnels qui finissent par transformer Don Quichotte en une sorte d'icône populaire. Quelques mots tout d'abord sur les antécédents, les expansions romanesques pré-quichotesques. La littérature hispanique regorge d'exemples en tout genre, illustrant les différents types d'expansions transfictionnelles. Las Mocedades del Cid, 1618, du dramaturge valencien Guillén de Castro, qui se propose de raconter une partie de la jeunesse du Cid,
constitue un cas assez typique d'expansion allographe vers l'amont. Le prolongement fictionnel est dû à un auteur distinct de ceux des précédentes versions et relate des événements survenus avant. La nouvelle édition de la Célestine, parue initialement en 1499, et donc nouvelle édition que Rojas fait paraître en 1502, avec 5 actes supplémentaires situés au beau milieu de l'œuvre, entre l'acte 14 et l'acte 19, offre cette fois un exemple d'interpolation autographe et d'expansion par le milieu. Quant au dernier cas de figure, l'expansion vers l'aval, dont nous avons vu qu'il était le plus répandu, il est parfaitement illustré par les deux continuations allographes du Lazarillo de Tormes, parues respectivement en 1555 et en 1620, qui situent toutes deux la diégèse chronologiquement après les faits racontés dans l'œuvre première. On peut remarquer que le point commun entre toutes ces continuations hispaniques est qu'elles sont structurées autour de la notion de personnage. Un personnage hors du commun, de par ses exploits ou ses actes hors normes, connaît la faveur du public et va attirer de la sorte plusieurs auteurs qui parfois concourent, sans nécessairement se concerter, à la formation d'ensembles transfictionnels. C'est le cas par exemple des Amadis et des Palmerins, les deux plus grandes familles de romans de chevalerie castillans. Dans ce cas, la critique a souvent parlé d'expansion verticale, qui raconte l'histoire du héros, puis de ses descendants, par opposition à un autre mode d'expansion plus rare, appelé expansion horizontale, racontant cette fois l'avenir d'un autre personnage, en général secondaire, de l'histoire. Dans le monde des séries et de la fanfiction, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le spin-off. Ces expansions donnent parfois lieu à des querelles et à des rivalités entre continuateurs. À titre d'exemple, les continuateurs de l'Amadis de Montalvo se divisent en deux principaux groupes. D'un côté, ceux qui, lorsqu'ils prolongent la fiction initiale, vont donner une inflexion moralisante, au risque d'atrophier la part narrative du récit, comme Juan Díaz ou Páez de Ribera. De l'autre, ceux qui, au contraire, vont amplifier le merveilleux non chrétien et donner la priorité au plaisir du lecteur, à l'image de Feliciano de Silva. Dès la fin du XVe siècle, puis tout au long du XVIe, les expansions romanesques, qui se déploient presque toujours vers l'aval, affectent successivement les principaux domaines de la fiction. Que ce soit le roman sentimental, le roman chevaleresque, la célestinesque, la picaresque, ou encore le roman pastoral. Deuxième point, Cervantes et Avellaneda, premier théoricien de la transfictionnalité. Alors, j'emploie ici le terme théoricien avec des guillemets. Je veux simplement suggérer que non seulement les deux romanciers illustrent dans la pratique les différentes modalités de la transfictionnalité, mais qu'ils les mettent en scène, les commentent à travers la voix du narrateur ou des personnages, parfois avec ironie, et prennent de la sorte une sorte de recul critique. Dans la première partie de Don Quichotte, Cervantes se fait l'écho, par exemple, de toute cette tradition de prolongement d'une fiction par un ou plusieurs auteurs, puisqu'il subdivise lui-même le Don Quichotte de 1605 en 4 sous-parties, comme pour imiter ironiquement la structure des romans de chevalerie, et notamment de l'Amadis, qui se déclinait en diverses expansions. Ainsi, la première sous-partie du texte de 1605 s'interrompt-elle en plein duel avec le Biscayen à la fin du chapitre 8, en plein suspense. Cervantes met alors en pratique, au début du chapitre 9, une première notion théorisée par Saint-Gelais appelée capture, et qui consiste à ce que la diégèse originale soit rétrospectivement annexée à une diégèse englobante où elle ne figure plus qu'à titre de récit. C'est la citation numéro 1 sur l'exemplier que je vous ai envoyé. Dejamos en la primera parte de esta historia, dit le narrateur, dejamos en esta primera parte de la historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos pendientes. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. En effet, au début du chapitre 9, le narrateur change d'échelon, on a une sorte de métalepse dans la nomenclature de Genette, et il se transforme en personnage frustré, dont le lecteur lui-même, dans un état de frustration aiguë, suit les déambulations dans les rues de Tolède à la recherche de la suite du manuscrit. On le voit, Cervantes fictionnalise dès 1605 la question des continuations,
des auteurs multiples, et ajoute par rapport aux textes qui l'ont précédé un degré beaucoup plus important de réflexion et de problématisation. D'une certaine façon, ce roman théorise déjà comme intuitivement, et parfois sur le mode parodique, la transfictionnalité, en pensant non seulement les expansions, mais aussi la notion de version divergente de l'histoire, comme on peut le voir dès le chapitre 2 du Don Quichotte de 1605, à propos de la première aventure du héros. C'est la citation numéro 2. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que yo he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Mais la réflexion sur la transfictionnalité est sans doute encore plus poussée dans la seconde partie du roman, paru en 1615, puisque celle-ci doit désormais prendre en compte deux textes sources, ou selon les catégories de Genette, deux hypotextes privilégiés. D'une part, le Don Quichotte de 1605, dont le texte de 1615 est le prolongement direct, et d'autre part le Don Quichotte de 1614, celui d'Avellaneda, dont il est le prolongement indirect et inavoué, puisque Cervantes s'en inspire dans les faits à de multiples reprises. Il faut ici rappeler que Cervantes, ayant tardé à publier sa propre expansion autographe, a été devancé par un rival qui prend ses distances avec le texte de 1605 sur plusieurs points majeurs dans une expansion vers l'aval totalement allographe parue en 1614. Les faits rapportés dans cette expansion sont situés chronologiquement après les aventures survenues dans la première partie cervantine. Et l'auteur concurrent exploite le programme narratif assez minimaliste annoncé par Cervantes à la fin du texte initial. Le continuateur s'appuie pour cela sur un nouveau personnage, le Morisque Álvaro Tarfe, qui incite les héros à se rendre à Saragosse afin que le chevalier puisse participer à des joutes, puis se rendre à Madrid, où il est le jouet de divers aristocrates qui veulent se divertir à ses dépens. Enfin, dans le dénouement, Don Quichotte est envoyé à l'asile d'Aliné de Tolède pour y être enfermé et soigné, tandis que Sancho reste aux côtés des mystificateurs, auprès desquels il joue désormais un rôle de bouffon professionnel. Avellaneda prolonge donc l'œuvre initiale, mais transforme profondément les protagonistes, qui deviennent sous sa plume des contre-exemples pour les lecteurs, aptes à enseigner le bon exemple par son contraire. Outre la catégorie d'expansion, qui est commode pour appréhender l'œuvre dans son ensemble, on peut repérer dans le texte d'Avellaneda plusieurs autres modalités de la transfictionnalité. Par exemple, le premier chapitre constitue, si on l'étudie en tant que tel, une sorte de version divergente de la première partie de Cervantes, qui est relue sous un angle qui permet de déprécier très nettement les aventures de 1605, dont il est bien explicité qu'elles n'ont apporté qu'avanie et déconvenue au personnage. On observe dans cet incipit une sorte de refus de l'indécidable cervantin. À titre d'exemple, le nouvel historien imaginé par Avellaneda pour raconter l'histoire, nommé Alisolan et non plus Benengeli, fait dire à Sancho: A fe que pasamos nosotros ahora un año hartos desafortunios para ganar el reino micónico y nos quedamos hechos micos. Le jeu de mots micónico, hechos micos est ici redoutable. Micónico renvoie à l'aventure de la princesse Micomicona, Hechos micos, littéralement comme un singe, mais en fait, au sens figuré, bredouille, la queue entre les jambes. Ce jeu de mots permet de montrer la manière dont le continuateur s'y prend pour relire sous un angle nouveau et dépréciatif l'œuvre originale, de façon à en infléchir rétrospectivement le sens. De même, le dénouement avellanedien peut être considéré comme une sorte de version divergente du dénouement de 1605. Après toutes les déconvenues qu'il a subies, Don Quichotte ne peut pas s'en tirer à si bon compte aux yeux d'Avellaneda, avoir simplement mauvaise mine, quelques dents en moins et quelques côtes cassées, ce qui constituerait un happy end inacceptable aux yeux du continuateur. De fait, dans son expansion allographe, Don Quichotte finit à l'asile d'Aliné de Tolède, même si tout n'est pas complètement sombre, car il est dit aussi qu'il en sortira un jour. Contre toute attente, après ce final moralisant, l'œuvre se termine en effet par l'annonce d'une double continuation. L'une racontant les aventures de Sancho et des siens à la cour. L'écuyer et les siens connaissent en effet une sorte d'ascension sociale très ambiguë. Et d'autre part, une continuation racontant les nouvelles aventures de Don Quichotte, accompagnée désormais en guise d'écuyer d'une femme enceinte qui accouchera au milieu du chemin. C'est la citation numéro 4. Pero como tarde la locura se cura, dicen que en saliendo de la corte,
volvió a su tema, y que llevando por escudero a una moza desoldada que halló junto a Torre de Lodones, vestida de hombre, llevóla el buen caballero sin saber que fuese mujer, hasta que vino a parir en medio de un camino en presencia suya, dejándole sumamente maravillado el parto. Y haciendo grandísimas químeras sobre él, la encomendó hasta que volviese a un mesonero de Valdestillas, y sin él, y sin escudero, pasó por Salamanca, Ávila y Valladolid, llamándose el caballero de los trabajos, los cuales no faltará mejor pluma que los célébre. Il est tentant de voir dans cette femme enceinte et dans cet enfant sans père, qui va de père de substitution en père de substitution, l'image même de la transfictionnalité, qui conduit le texte enfant de continuateur en continuateur et d'écrivain en écrivain. En effet, l'aubergiste, qui est peut-être le père biologique de l'enfant, refuse la paternité. Puis Don Quichotte, qui recueille malgré lui la jeune femme, se défausse à son tour et confie cette femme avec son enfant à un autre aubergiste, mais seulement, nous dit le texte, de façon provisoire. Nous pouvons maintenant revenir brièvement au Don Quichotte de 1615, qui décline magistralement, lui aussi, plusieurs catégories essentielles de la transfictionnalité. Je ne retiendrai ici que deux catégories majeures, deux cas un peu particuliers de capture et un cas d'annexion. Au début de la seconde partie, ou expansion autographe, au chapitre 3 et 4 plus exactement, Don Quichotte et Sancho découvrent qu'un livre qui raconte leurs exploits a été publié par un certain Benengeli. À nouveau donc, une diégèse préexistante, le Don Quichotte de 1605, est rétrospectivement annexée à une diégèse englobante, le Don Quichotte de 1615, où il ne figure plus qu'à titre de récit. Puis, en 259, les personnages cervantins découvrent cette fois la version d'Avellaneda, que des lecteurs lisent dans une auberge. On a cette fois une variante un peu particulière de la capture, puisque c'est une deuxième diégèse originale qui se trouve englobée, brouillant ainsi la notion d'original et d'expansion. Ainsi, au sein même du texte de 1615, s'opposent et se confrontent des versions et des sources romanesques divergentes de l'histoire des héros. Mais la fiction cervantine réserve encore à ses lecteurs bien des surprises. Et l'une des plus surprenantes d'entre elles est le retour du personnage d'Álvaro Tarfe, annexé à l'œuvre d'Avellaneda, qu'il avait d'ailleurs lui-même emprunté à des sources antérieures. À des romances, ce personnage apparaît dans des romances, dans las guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, dans deux pièces de Lope, bon, dans plusieurs textes. Mais Cervantes l'emploie pour discréditer le texte de son concurrent, le retournant en quelque sorte contre son maître d'écriture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Tarfe est pris à témoin et on lui demande, voilà, Don Quichotte lui demande, est-ce que moi je ressemble au Don Quichotte et au Sancho que tu as connus? Est-ce que nous ressemblons aux personnages que tu as connus? Et Tarfe doit bien admettre qu'ils n'ont rien à voir, les personnages d'Avellaneda avec ceux de Cervantes. Et donc il va faire une déposition devant les autorités du village, devant le maire et un greffier, indiquant que le Don Quichotte d'Avellaneda n'a rien à voir avec celui de Cervantes. Cependant, le grand paradoxe cervantin est que l'auteur original, qui semblait appeler de ses voeux la transfictionnalité dans sa première partie, et fait une utilisation brillante et ludique de celle-ci dans la seconde, fait une sorte de virage à 180 degrés dans le dénouement du texte de 1615, où il revendique le fait de mettre à mort Don Quichotte, entouré de tous les siens, pour que plus aucun auteur ne puisse désormais se l'approprier. Mais ce testament n'a pas évidemment été respecté. Ce dénouement même, du moment du testament, a d'ailleurs donné lieu à une version divergente de Quevedo, la même année, en 1615, que je ne résiste pas à la tentation de vous citer. C'est la citation numéro 5. De un molimiento de huesos a duros palos y piedras, Don Quijote de la Mancha yace doliente y sin fuerzas. En la vaina de mi espada mando que llevado sea mi cuerpo, que es ataúd capaz para su flaqueza. Mi lanza mando que a una escoba, para que puedan con ella echar arañas del techo, cual si San Jorge fuera. On voit qu'aux antipodes du héros de Cervantes, qui meurt dignement entouré de ses proches, après s'être confessé et avoir dicté son testament, Quevedo offre du dénouement une version beaucoup plus proche de la sensibilité d'Avellaneda, au sens où il ôte toute grandeur et même toute humanité au personnage, transformé en véritable repoussoir pour le lecteur, avec lequel le poète cherche à tisser une connivence par le rire. Sans aucune pitié, Quevedo transforme Don Quichotte en pantin et en caricature. Alors, en deux mots, quelle serait l'utilité et quelles seraient les limites de la transfictionnalité pour penser ce corpus quichotesque? Quelle serait sa valeur ajoutée
par rapport à d'autres catégories? Bon, je n'ai pas une réponse définitive à ce stade de ma réflexion, mais il me semble que la transfictionnalité présente tout de même plusieurs avantages. Elle offre des outils précis pour penser les expansions au début du XVIIe, au niveau global, disons de la macrostructure, mais elle permet aussi de disséquer des unités plus petites au sein de ces expansions, la version divergente de l'Incipit ou de l'Explicit, ou encore de tel ou tel épisode, mais aussi la capture, les phénomènes d'annexion. Elle permet par ailleurs de se prémunir contre la tendance très marquée pour la littérature de cette période à hiérarchiser les œuvres en fonction de leur valeur esthétique et ou de préjugés extralittéraires. On peut rappeler à titre d'exemple que Genette se montre assez conformiste et sans doute excessivement sévère envers Avellaneda. C'est la citation numéro 6. Il écrit: Avellaneda croit constamment devoir plonger sa plume dans l'encrier de sa victime. Il ne saurait sans doute la tromper ailleurs, et répéter ad nauseam sa manière et ses procédés. Don Quichotte, d'abord guéri puis rassauté par Sancho, rallonge indéfiniment la liste de ses folies et de ses mésaventures. On est ici aux antipodes de l'esprit qui préside à la transfictionnalité. D'abord, parler de victime pour Cervantes, c'est une perspective qui n'est pas du tout celle de la transfictionnalité. Et rallonge indéfiniment est un jugement aussi de valeur qui n'a pas sa place dans la réflexion transfictionnelle. Je passe maintenant à mon troisième point. Quelques transfictions quichotesques françaises au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors peut-être comme celles-ci sont moins connues, pouvez-vous vous reporter à la chronologie. Donc je vous préviens, là c'est un petit peu plus improvisé, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. La fin du XVIIe siècle français et le début du XVIIIe sont caractérisés par une floraison de transfictions quichotesques sur le mode de l'expansion. Comment ces fictions s'y prennent-elles pour déverrouiller le dénouement cervantin et prolonger la diégèse? Que devient sous leur plume le binôme cervantin? Dans quelle mesure ces transfictions peuvent-elles être considérées comme un système, qui est une autre catégorie transfictionnelle? Le point de départ de tout ce processus est la nouvelle traduction de Don Quichotte qu'offre François Fillot de Saint-Martin au public français en 1677-1678. En effet, cette traduction, déjà en soi assez libre, amende le dernier chapitre de l'œuvre cervantine, dont il propose une version divergente. C'est la citation numéro 7. Ils eurent beau dire tous, Don Quichotte n'en fut ni moins rêveur ni moins malade, mais il guérit enfin et retourna dans son bon sens, jusqu'à être consulté et admiré de tous ses voisins, si bien qu'on eût dit qu'il n'était devenu fou que pour faire voir que les livres de chevalerie sont de pures impertinences et combien il est dangereux de s'attacher à les lire. Au lieu de mourir, Don Quichotte guérit et retrouve sa lucidité, du moins provisoirement. Mais le héros connaît rapidement une rechute suite à la visite de Dorothea et de Cardenio, ce qui le mène de nouveau sur les routes de la Manche, dans une continuation parue en 1695. Dans ce cas de figure, le traducteur abuse de son statut et de ses prérogatives pour modifier l'œuvre originelle à son profit et se muer de la sorte en continuateur. Mais sa plus grande audace est surtout de faire de Sancho le personnage central, puisque cette fois l'écuyer ne se contente pas de suivre son maître. Il aspire lui-même à la chevalerie et finit par être fait chevalier par son mentor. Le lecteur suit donc les progrès très lents de Sancho, sans cesse aiguillonné par Don Quichotte. Fillot de Saint-Martin veut devenir l'émule de Cervantes, et son double, Sancho, veut pour sa part devenir l'égal de Don Quichotte, voire le surpasser. Au final, tous deux continuent à faire rire, mais ils se trouvent l'un et l'autre placés à plusieurs reprises dans une situation de réussite. En outre, les aristocrates qui les reçoivent chez eux, la duchesse Eugénie et son mari, leur doivent la vie. Ils ne peuvent plus désormais se moquer d'eux aussi cruellement que chez Avellaneda ou chez Cervantes, sans quoi ils seraient accusés d'ingratitude. Dans cette expansion allographe vers l'aval, Fillot de Saint-Martin se cache derrière le masque d'un nouvel auteur, un certain Zulema, qui raconterait la véritable histoire des héros. De fait, au cours de leurs aventures, ceux-ci doivent démentir à plusieurs reprises et auprès de divers personnages le fait que Don Quichotte soit mort. Ce ne sont là que balivernes et contes de vieilles femmes, s'indignent les protagonistes. Le traducteur introduit ainsi un jeu avec ses lecteurs qu'il cherche à rendre complices par le rire de son entreprise fictionnelle. On observe que le continuateur reprend un certain nombre de noms de personnages: Cardenio, Dorothea, Camacho, Basile, Quitry, ce qui permet de tisser une continuité ou une illusion de continuité avec l'univers cervantin. Mais Fillot de Saint-Martin investit ces personnages, la plupart du temps, d'une nouvelle identité ou d'une nouvelle fonction. Ainsi,
Quitri et Basile sont devenus chez lui aubergistes, ce qui leur permet d'accueillir Don Quichotte et Sancho dans leur auberge. Mais le centre de gravité de l'histoire se déplace aussitôt vers une de leurs nièces qui a fait un mariage malheureux, Léonore, de telle sorte que la mention de ces personnages est réduite à une simple fonction de rappel, contribuant à donner une impression de continuité. Cette transfiction intervient cependant dans un nouveau contexte culturel et en porte la trace. L'œuvre est essaimée de plusieurs controverses sur l'art d'aimer des Français et des Espagnols, qui se dénouent presque toujours en faveur des Français. En outre, la continuation de Fillot se termine par un récit intercalé qui se déroule à Paris, ce qui est une façon supplémentaire de franciser l'œuvre initiale. Mais l'œuvre de ce premier continuateur s'achève alors que ce récit intercalé, raconté par des voyageurs secrètement entrés en Castille, n'est pas encore terminé, ce qui laisse la fin de l'œuvre en suspens. Et il faudra attendre près de 20 ans au public pour connaître la suite. En attendant, les lecteurs impatients pouvaient se mettre sous la dent une autre transfiction quichotesque, une nouvelle expansion vers l'aval, quoique d'un type un peu particulier. En effet, en 1704, sans doute inspiré par l'entreprise de Fillot de Saint-Martin, Alain-René Le Sage, qui n'est pas encore connu comme écrivain, donne aussi dans la transfiction dérivé de Don Quichotte. Mais il s'agit cette fois d'un dérivé fictionnel hybride, qui prolonge à la fois le texte d'Avellaneda et celui de Cervantes. Officiellement, il s'agit d'une simple traduction du roman d'Avellaneda. Mais dans les faits, cet objet littéraire est nettement plus complexe. En disant les choses un peu schématiquement, on pourrait dire que Le Sage réécrit Avellaneda à la manière de Cervantes. Si l'on regarde les choses d'un peu plus près, le texte abeillanedien est traduit assez fidèlement durant les 12 premiers chapitres sur 70. Mais il ne sera plus ensuite que la trame suivie par Le Sage, qui va s'affranchir définitivement d'Avellaneda au milieu de l'œuvre. Et il écartera d'ailleurs totalement le dénouement dans lequel Don Quichotte était enfermé à l'asile. Par ailleurs, à partir du chapitre 13, l'écrivain réintroduit de plus en plus de réversibilité. Le rire redevient plus horizontal et l'œuvre tout entière prend progressivement un tour beaucoup plus cervantin. À cet égard, le plus frappant est que les protagonistes croisent sans cesse des lecteurs de la première partie du roman, ce qui est une caractéristique propre de la seconde partie cervantine, totalement absente de l'œuvre d'Avellaneda. Comme Cervantes, mais de façon encore plus appuyée, le sage dénonce continuellement l'illusion romanesque, indique ouvertement, à travers la bouche de ses personnages, l'épisode qu'il est en train d'imiter, et truffe l'œuvre de clins d'œil à ses lecteurs. Je vous en ai cité un seul, citation numéro 8, Don Quichotte dit à Sancho « Je ne t'en dirai pas davantage, car outre que je ne veux point charger ta mémoire d'instructions frivoles, j'aurais peur que le sage, écrit en deux mots, comme il se doit au XVIIIe, pour l'écrivain, le sage qui doit être mon historien, qui écrit tout ce que je dis, ne fatigue ses lecteurs par un trop long discours. » Donc, il y a vraiment un jeu ici très explicite. Comme Fillot de Saint-Martin, le sage semble avoir une sympathie particulière pour Sancho, qui s'affirme dès le prologue, où curieusement, le sage dit trouver meilleur l'écuyer d'Avellaneda que celui de Cervantes. Comme Fillot de Saint-Martin, le sage, comme dans le texte de Fillot, le paratexte sagien exprime une forme d'irrévérence envers le modèle cervantin, de telle sorte que l'expansion est ici ouvertement en rivalité avec le texte initial, même si dans les faits, le sage lui rend un magnifique hommage. Il dit préférer Avellaneda, mais en réalité, il écrit à la manière de Cervantes. L'une des nouveautés les plus remarquables dans l'œuvre de Le Sage est que Sancho voudrait croire de toute son âme ce que lui dit son maître, et il serait prêt à tout pour voir comme lui, en se guérissant de ce qu'il appelle sa maudite berlue. On a ici une sorte d'inversion ironique du principe cartésien, par lequel la faculté de penser doit corriger les erreurs de perception de la faculté d'imaginer. Sans être une œuvre de tout premier ordre, cette œuvre offre un régal aux amateurs d'expansion quichotesque, avec peut-être un seul bémol, c'est la solution choisie pour clôturer le récit. En rentrant chez lui, Don Quichotte est tué d'un coup de feu par un archer de la Santa Hermandad, sous prétexte qu'il ne voulait pas obtempérer. C'est une fin abrupte et sans doute un peu décevante, qui n'est pas à l'image du reste de l'œuvre, qui est du reste très enjouée. Quoi qu'il en soit, comme celle de Fillot de Saint-Martin, l'expansion le-sagienne connaît un succès immédiat, ce qui n'empêche pas Robert Schall, de faire paraître, après bien des déboires semble-t-il, sa propre expansion romanesque.
Cette dernière est elle-même conçue comme une expansion de celle de Fillot de Saint-Martin, hein, expansion, je le rappelle, qui était restée inachevée en 1695. Chasles agit sans doute à la demande du libraire Claude Barbin ou de sa veuve Marie Cochard, hein. Bon, mais je ne rentre pas dans les détails, dans les éléments éditoriaux, je vais me concentrer vraiment sur les éléments transfictionnels. Le sage devait composer à la fois avec Cervantes et Avellaneda. Chasles doit se débrouiller pour sa part à la fois avec Cervantes et Fillot de Saint-Martin. On ignore s'il avait eu connaissance de la continuation de Le Sage, car la date de rédaction de leurs expansions romanesques respectives sont très proches, même si celle de Chasles est parue bien plus tard. Bon, nous y reviendrons. Chasles, fondamentalement, adopte un parti pris inverse de celui de Fillot de Saint-Martin. S'il continue le processus de revalorisation de Don Quichotte, qui connaît quelques succès et jouit d'une certaine considération, y compris auprès de ses mystificateurs, il n'en va pas de même de Sancho, comme on peut le voir aux citations 9 et 10. Le duc et les autres avouèrent qu'au commencement, il l'avait regardé comme un fou, sans espérance de retour, mais qu'ensuite, ayant eu de l'estime pour son esprit et de l'admiration pour sa bravoure, cela avait attiré leur pitié, et que c'était pour lui faire prendre un tout autre train de vie qu'ils avaient imaginé ce qu'ils allaient exécuter, mais qu'il n'en était pas ainsi de Sancho. Avec ses favorables sentiments pour le maître, ils étaient bien résolus de fatiguer son malheureux écuyer de toute manière et d'en tirer tout le divertissement qu'un misérable paysan tel que lui, et avec cela fou allié, peut donner à des gens de qualité. On peut dire que le continuateur élève Don Quichotte, mais qu'il rabaisse constamment Sancho, au moyen notamment de bourles assez cruelles, et aussi par le truchement de la scatologie, qui était davantage une caractéristique du Quichotte d'Avellaneda que de celui de Cervantes. En outre, comme le continuateur allographe, l'univers qui l'intéresse le plus n'est pas tant celui des aventures de chemin que celle des bourles de palais. Mais le plus surprenant est le dénouement de l'œuvre, où la bourle occupe une place tout à fait centrale. Avec l'aide de toute leur domesticité, mais aussi de nombreux comédiens, de riches aristocrates souhaitent achever ce que Cervantes avait laissé inachevé, à savoir mener à son terme, quoi qu'il en coûte, le désenchantement de Dulcinée, resté en suspens dans l'œuvre originale. L'auteur propose pour cela une sorte de version divergente du récit de ce faux désenchantement, avec un retour dans la caverne de Montesinos, une nouvelle pluie de coups de fouet sur les fesses de Sancho, mais aussi la participation de Dulcinée elle-même, ou plutôt d'Aldonza Lorenzo, qui par charité accepte de jouer son rôle, celui de Dulcinée, auprès des mystificateurs, afin que Don Quichotte souffre de rentrer chez lui et y retrouve son bon sens. Au terme de nouvelles pénitences burlesques, elle finit donc par être désenchantée, mais prétend avoir fait vœu de se retirer au couvent et se dérobe de la sorte à Don Quichotte. Celui-ci, plein de tristesse, décide de se retirer chez lui en compagnie de Sancho. On pourrait s'attendre à ce que le continuateur français renoue ici avec le processus de mélancolie et de desengaño cervantin, mais il n'en est rien. Sur le chemin du retour, Don Quichotte et Sancho boivent l'eau glacée d'une fontaine et tous deux tombent gravement malades. Don Quichotte, saigné de multiples fois par le médecin, finit par mourir d'une pleurésie, tandis que Sancho, qui refuse les saignées et a la boisson pour seule médication, est vite remis d'aplomb. On se croirait ici chez Molière ou même chez Rabelais. Pio de Saint-Martin, le sage et Chasles nous offrent donc chacun une version divergente du dénouement. Le dénouement escamoté chez Fillot, qui coupe de façon draconienne le texte de Cervantes de façon à le laisser ouvert, le dénouement abrupt et vraisemblable jusqu'à l'excès, quitte à priver les lecteurs de plaisir chez le sage, et le dénouement moliéro-rabelaisien dans l'expansion chalienne. Ces œuvres, qui gravitent autour de Don Quichotte, mais tendent à s'éloigner du texte fondateur, constituent-elles un cycle? Fondent-elles une version du mythe quichotesque? Ou forment-elles plutôt un système transfictionnel? En principe, les cycles chevaleresques sont souvent construits autour de l'histoire des descendants des héros, fils, petits-fils et arrière-petits-fils. C'est ce que j'ai appelé précédemment les continuations verticales. Or, les continuations françaises de Don Quichotte tendent à s'éloigner de ce type de modèle. Par ailleurs, les cycles impliquent en principe une certaine continuité chronologique, ce qui tendrait à exclure l'expansion leusagienne, dont l'emplacement est atypique dans la succession de ses œuvres. Faudrait-il dès lors parler plutôt de mythe? Certainement pas, si l'on entend par mythe un récit préexistant, tirant son origine du folklore, et dont il existe de multiples versions, un récit investi d'une visée explicative, qui parle du rapport à l'interdit, et fixe les limites qui régissent les relations entre les hommes et les dieux. Don Quichotte n'est pas a priori ce que l'on appelle un mythe littératurisé, c'est-à-dire un mythe non littéraire préexistant, réélaboré par un auteur singulier dans une œuvre littéraire qui en explorerait la complexité,
l'infléchirait ou le réactualiserait. Peut-être peut-on parler en revanche de mythe littéraire, c'est-à-dire un récit associé au départ à un auteur singulier qui, au fil de ses réécritures successives, acquiert une dimension mythique qu'il n'avait pas au départ. On pourrait en effet admettre que Don Quichotte est devenu a posteriori une sorte de mythe et que la fascination qu'il exerce a poussé de nombreux auteurs après Cervantes à vouloir explorer l'énigme qu'il recèle. Mais la catégorie de mythe a tendance à nous éloigner excessivement du fonctionnement détaillé du texte et de la transfictionnalité tout court. Pour étudier un ensemble d'œuvres qui, comme ici, peut être assez hétérogène, Richard Saint-Gelais propose pour sa part la notion de système, qui peut être de type sériel, cyclique, constellé ou rhizomique. Dans notre cas, on peut écarter d'emblée le système sériel, qui propose une déclinaison quasi infinie du prototype de départ. Ici, les unités étudiées, bien que bâties sur le principe de la variation, sont des ensembles assez vastes et, somme toute, assez cohérents. On peut également écarter a priori le système cyclique pour les raisons évoquées précédemment, notamment le fait que les initiatives entre les auteurs ne sont pas toutes concertées et ne s'organisent pas selon un tout cohérent, de telle sorte que certaines œuvres ne trouvent pas facilement leur place dans le cycle, qui, en outre, ne comporte pas lui-même de renvoi interne permettant de classer et de hiérarchiser les fictions antérieures. La notion de système satellitaire permet en revanche de mieux intégrer les textes de Lesage et d'Avellaneda à l'ensemble transfictionnel étudié, mais aussi de donner une place qui ne soit pas subalterne aux textes qui seraient sinon immanquablement relégués à la marge, au risque de perdre un maillon important de la chaîne. Or, si l'on décide d'envisager ces diverses transfictions comme formant un même ensemble, Cervantes, Avellaneda, Fillol, Lesage, Chasles, on remarque qu'un brouillage entre les deux hypothèses espagnoles semble s'opérer chez les continuateurs français. On peut donc formuler que c'est l'hypothèse du système dans son ensemble qui permet de déceler les affinités et peut-être l'influence d'Avellaneda sur la réception française de Don Quichotte à cette époque. Fillot de Saint-Martin prolonge l'idée, chère aux continuateurs espagnols, mais jamais exploitée par Cervantes, d'armer Sancho chevalier. Lesage adapte Avellaneda et le fait entrer dans le canon, en quelque sorte, en réconciliant, si on veut, Cervantes et son rival dans un texte hybride qui met en commun leurs trouvailles respectives. Chasles réintroduit pour sa part la bourle et martyrise Sancho d'une façon tout avellanedienne. Mais une étude conjointe de ces œuvres, examinée comme un système ayant sa propre cohérence, permet aussi de dégager certaines tendances, notamment une certaine revalorisation de Don Quichotte chez les continuateurs français, qui préfigure peut-être la revalorisation de l'Hidalgo cervantin à l'époque romantique. On observe en effet chez tous les continuateurs français une tendance commune à atténuer les démentis qu'inflige à Don Quichotte le réel. Celui-ci devient un peu moins ridicule et un peu plus admirable, même si l'on est très loin encore de la lecture romantique. Il suffit pour cela de penser au rôle dévolu à Dulcinée, qui apparaît aux côtés des mystificateurs, et donc aux antipodes de la femme inaccessible. Et on peut penser aussi à l'absence de Desengaño, qui éloigne aussi de la lecture romantique à la fin des expansions lesagiennes et chaliennes. Donc, l'étude de cet ensemble transfictionnel permet d'observer un premier degré d'émancipation fictionnelle des personnages qui existe désormais indépendamment de leur créateur et de l'œuvre dont ils sont issus. Indépendamment ou presque, car durant la majeure partie du XVIIIe, la continuation de Fillot et de Chasles, les deux continuations, de même que celle de Lesage, donc les trois, sont publiées sous le nom de Cervantes. Donc, plutôt, les continuations de Chasles et de Fillot sont publiées dans la plupart des éditions sous le nom de Cervantes. Quant à Lesage, il ne fait pas figurer son nom sur la page de titre de l'œuvre. Donc, ce sont des œuvres qui vont être revendiquées a posteriori. Donc, il y a une émancipation par rapport à l'œuvre de Cervantes, mais pas complètement par rapport au nom de Cervantes. Ces œuvres continuent à être associées. Donc, on voit que l'émancipation est loin d'être arrivée à son terme. Troisième point de mon exposé, du Don Quichotte romantique à l'icône pop, avec un point d'interrogation, pour icône pop. Je commencerai par une brève mise au point sur ce qu'il est convenu d'appeler la lecture romantique de Don Quichotte, qui a été théorisée par Anthony Close. Le critique britannique retient pour définir cette lecture trois principaux critères. Premièrement, la revalorisation de la quête de Don Quichotte. Deuxièmement, le gommage des aspects comiques.
Troisièmement, la naissance d'une lecture symbolique de l'œuvre, hein. Don Quichotte représente la poésie et Sancho la prose. Et au lendemain de la crise de 98, Don Quichotte devient le symbole de l'Espagne incomprise, mais défendant en quelque sorte les vraies valeurs. Voilà ce qu'il appelle l'approche romantique. L'approche de Clause s'inscrit dans le cadre d'une critique de ces interprétations idéalisantes et symboliques, souvent assimilées par l'auteur à une lecture erronée, car anachronique, voire à un contresens. Or, j'adopterai pour ma part un parti pris très différent, qui n'est autre que celui de la transfictionnalité. Je me demanderai donc simplement comment ces transfictions prolongent l'hypotexte. Quelle sélection opère-t-elle pour cela et quels traits décide-t-elle de mettre en exergue? J'illustrerai mon propos à partir de quelques œuvres qui me semblent bien illustrer cette lecture dite romantique et son influence durable sur les créateurs de tous bords, et notamment sur ceux de la génération de 98. Il ne s'agira pas cette fois d'expansion romanesque, car cette époque n'y a pas été propice. Et c'est donc plutôt sur quelques variations divergentes apparaissant dans plusieurs textes poétiques du début du XXe siècle que je vais m'attarder à présent. On sait qu'à cette époque, euh, se produit un point de bascule dans le monde hispanique quant à la lecture de Don Quichotte. En quelques années d'écart, Unamuno passe de lecture de Don Quichotte comme personnage incarnant la vieille aristocratie oisive qui plombe l'Espagne, un peu à la manière d'un Don Guido chez Machado, à un Don Quichotte qui incarnerait le vaincu sublime, hein, un peu sur le mode peu importe la victoire, hein, pourvu que la route soit belle. En 1905, il écrit sa célèbre Vida de Don Quijote y Sancho Panza, œuvre hybride qui mêle fiction et commentaire et qui prend le parti de Don Quichotte contre Benengeli, dont il fustige l'ironie à l'égard du chevalier de la Manche, plus digne d'admiration selon Unamuno que de mépris. Ce texte peut donc être considéré comme une version divergente de la fiction cervantine, avec changement de point de vue et amplification des commentaires du narrateur, et avec aussi une visée nettement correctrice. C'est dans ce contexte, caractérisé par un changement majeur dans la réception de l'œuvre originale, que paraît le poème Letanía de Nuestro Señor Don Quijote de Rubén Darío, tiré de Cantos de Vida y Esperanza et paru en 1905. C'est la citation numéro 11. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Le ton est donné d'emblée par les premiers vers et le renversement opéré par rapport aux transfictions antérieures est manifeste. Don Quichotte devient un modèle admirable, un saint, auquel le poète adresse sa prière. Ruega por nosotros, que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel, pro nobis ora, gran señor. Dans cette même veine, mais dans un style volontairement plus dépouillé, voire plus populaire, Léon Felipe offre dans le poème Vencidos, écrit en 1920, une version divergente du retour mélancolique de Don Quichotte chez lui après sa défaite sur la plage de Barcelone. C'est la citation numéro 12. Il y reprend en effet de façon très condensée et très partielle, voire partiale, des éléments disséminés dans les chapitres 64 à 73. Cette transfiction s'inscrit elle aussi dans le sillage de la lecture romantique de Don Quichotte, puisqu'elle remplit parfaitement les trois critères énoncés par Clause. Elle reflète une revalorisation de Don Quichotte. Il s'agit par ailleurs d'une lecture extrêmement sélective de l'œuvre initiale, avec atténuation, voire suppression de la dimension comique. D'ailleurs, Sancho a complètement disparu. Et cette interprétation a une portée symbolique. Don Quichotte devient ici le représentant d'autre chose que ce qu'il était dans l'œuvre initiale et se mue en étendard du groupe des Vencidos. Il est désormais par antonomase le perdant héroïque et sublime, digne de susciter une grande empathie, voire de l'admiration. On observe d'ailleurs parallèlement que les allusions à des passages précis du texte source sont extrêmement rares et succincts. L'expression, alors qui n'est pas dans l'exemplier, la playa de Barcino, on renvoie à la plage, la défaite sur la plage, mais vraiment, donc, il est question aussi de ven a ser conmigo, pastor, dit la voix poétique, mais ce sont les deux seules brèves allusions précises au texte de Cervantes. Mais si Don Quichotte, durant cette période, tend à éclipser Sancho, certains poètes plus tardifs lui ont toutefois consacré des poèmes entiers, comme la fameuse Oda a Sancho Panza, tirée des Cantos Iberos de Gabriel Celaya, et parue en 1955, qui donne le beau rôle à Sancho et fait de lui aussi une sorte de héros. C'est la citation numéro 13.
Sancho bueno, Sancho arcilla, Sancho pueblo, tu lealtad se supone, tu aguanto parece fácil, tu valor tan obligado como en la mancha lo eterno. Sancho vulgo, Sancho nadie, Sancho santo, Sancho de pan y cebolla, trabajado por los siglos de los siglos, cotidiano, vivo y muerto, soterrado. Force est de remarquer que Sancho est ici détourné de sa fonction comique et devient à son tour le symbole d'autre chose dans ce poème aux accents engagés, investi d'une dimension sociale. Ce poème n'est pas à proprement parler une lecture romantique du texte initial, mais il idéalise l'un des personnages de l'œuvre première et semble comme prolonger la logique d'interprétation romantique, en élevant les humbles jusqu'au bout et en promouvant Sancho au rôle de héros de l'œuvre véritable. En effet, aussi différents soient-ils, ces trois poèmes sont tous les trois à leur façon des héritiers du paradigme romantique de Don Quichotte, tel que théorisé par Clause. Ils reflètent un degré d'émancipation fictionnelle supplémentaire du personnage par rapport à la grande époque des expansions françaises, où le support privilégié de la transfiction était encore la forme romanesque. Ainsi, Don Quichotte se détache progressivement de l'œuvre et du genre littéraire dont il était issu, à mesure qu'il s'affranchit de la tutelle de son créateur. D'ailleurs, ce qui est très significatif, c'est qu'en 1905, l'année du troisième centenaire de la publication de la première partie de Don Quichotte, la célébration met davantage l'accent sur le héros cervantin. On célèbre davantage Don Quichotte que son créateur, qui tend à être éclipsé à cette époque par son personnage. Alors que se passe-t-il ensuite? Quelles sont les étapes suivantes? À quel type de transfiction Don Quichotte a-t-il donné lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe? Bon, il est évidemment impossible d'apporter une réponse unique à cette question, et je prendrai simplement quelques exemples choisis de façon assez subjective pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse en me concentrant sur la période à partir des années 2000, en gros à l'approche du quatrième centenaire de la publication de Don Quichotte, pour voir un peu quels sont les éléments de divergence par rapport à la période autour de 1905. Bon, on remarque tout d'abord que, contrairement à ce qui se passe en 1905, 2005 et plus encore 2015 ont été l'occasion de célébrer non seulement Don Quichotte, mais l'œuvre de Cervantes dans son ensemble, et aussi d'interroger la réception de l'œuvre en intégrant un certain nombre de transfictions, y compris l'œuvre d'Avellaneda. Les transfictions quichotesques, même les plus polémiques, se sont vues accorder une place significative, même si elles restent encore secondaires. Il me semble d'ailleurs assez remarquable à cet égard que la Real Academia ait fait paraître pour la première fois dans sa prestigieuse collection Bibliotheca Aurea une édition critique parrainée par Francisco Rico du Don Quichotte d'Avellaneda, précisément pour le quatrième centenaire de celui-ci, 1614-2014. C'est comme reconnaître que les transfictions non seulement sont indissociables de l'œuvre originale, parce qu'elles l'éclairent d'un jour nouveau, mais méritent en tant que telles, pour le projet d'écriture qu'elles assument, d'être lues et étudiées. Mais ces années ont aussi vu paraître la première bande dessinée digne de ce nom du roman de Cervantes, dû à Rob Davis, dont je vous ai mis un extrait, c'est la citation 14. Par la finesse de sa lecture et la qualité des graphismes, celui-ci surpasse toutes les adaptations antérieures. Mais ce qui le singularise surtout, c'est l'insertion très ingénieuse, avec un changement de graphisme qui indique instantanément qu'on passe d'un univers fictionnel à l'autre, insertion donc des récits intercalés, une prouesse qui n'avait jamais été réalisée jusqu'alors. On le voit à la citation numéro 15, ils changent complètement d'esthétique quand on passe aux récits intercalés, ils sont comme ça identifiables immédiatement. Ces années ont aussi été marquées par la sortie en 2002 du documentaire Lost in La Mancha sur le ratage du film de Terry Gilliam, dans lequel Jean Rochefort devait initialement incarner Don Quichotte et Johnny Depp un avatar de Sancho. Puis finalement, par l'arrivée du film L'homme qui tua Don Quichotte en 2018, avec un tout autre casting, Adam Driver dans le rôle de Francesque et Jonathan Pryce dans celui de Don Quichotte, toujours réalisé par Terry Gilliam. Du point de vue de l'intrigue, le célèbre chevalier est incarné cette fois par un vieillard quelque peu sénile qui se prend pour le héros de la Manche et qui prend un agent de publicité pour Sancho. Alors, j'ai mis l'affiche des deux films, c'est numéros 16 et 17 sur l'exemplier. On voit d'ailleurs qu'il y a la volonté de cultiver délibérément l'anachronisme puisque Sancho est sur une grosse moto sur l'affiche, etc. Bon. Sans rentrer dans le détail du film, dont je n'ai pu visionner que des extraits, on peut dire qu'il s'agit cette fois d'une transfiction encore plus libre que celle que nous avons analysée précédemment, qui donne à voir d'ailleurs au spectateur toute l'étendue des dérivés quichotesques au stade médiatique de la fiction.
Livres de poche, publicités, projets de films, stands de fêtes foraines, spectacles organisés à des fins commerciales, tout ça apparaît dans le film, est mis en scène dans le film. Donc, je rappelle que ce que Saint-Gelais appelle le stade médiatique de la fiction, c'est l'étape ultime, disons, du processus d'émancipation fictionnelle des personnages, qui est caractérisé, bon, d'une part par une effervescence quantitative des expansions, adaptations et variations en tout genre, deuxièmement, par la démultiplication sans précédent des auteurs, prolongeant sous diverses formes une même fiction de départ, avec parfois des élaborations, des créations multi-auctorielles, hein, dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans les séries. Et troisièmement, la mobilisation de nouveaux supports, souvent à des fins commerciales, hein, ce qui n'exclut pas nécessairement qu'elles aient de réelles qualités esthétiques. En regardant ces images du dernier film de Terry Gilliam et le compte-rendu qu'elles offrent sur les très nombreuses transfictions contemporaines qui existent de Don Quichotte, on ne peut que constater que sans doute la distance entre l'image populaire de Don Quichotte et le texte source n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, où les personnages cervantins acquièrent le rôle d'icônes populaires sur des pins, des t-shirts, etc., sans que leurs détenteurs aient pour la plupart lu l'œuvre dont ces personnages sont issus. Les principaux personnages sont rendus disponibles à tous les vents, comme s'ils avaient désormais changé de statut et devenaient des sortes d'icônes de pop culture. Don Quichotte et ses principaux partenaires sont livrés ainsi à la communauté des créateurs, plus ou moins anonymes. Il ne serait aucunement surprenant que Disney le reprenne un jour à son compte pour des films d'animation. Pour bâtir ces personnages, Cervantes s'était inspiré du folklore et d'éléments populaires préexistants, comme l'a bien montré Augustin Redondo. Or, si l'on regarde aujourd'hui en arrière, tout le processus d'émancipation fictionnelle des personnages semble illustrer un chemin strictement inverse. Don Quichotte et Sancho, êtres littéraires complexes et raffinés sous la plume de Cervantes et appartenant à ce titre à la culture des élites, ont été, d'une certaine manière, reversés graduellement dans le creuset des types littéraires universels et rendus à l'imaginaire collectif. Je conclus. En définitive, peu de héros peuvent se targuer d'avoir été autant de fois prolongés, remodelés, réinterprétés, mis à mort puis ressuscités que l'ingénieux Hidalgo Cervantin, hormis peut-être Jésus-Christ, qui a donné lieu, soit dit en passant, à des expansions tous azimuts regroupées sous l'appellation péjorative d'évangiles apocryphes. Mais doit-on s'en étonner? Puisque Cervantes avait déjà presque tout imaginé, sinon anticipé, expansion vers l'aval, autographe et allographe, version, annexion ou encore capture. Il est vrai cependant que son œuvre est travaillée par une contradiction. Alors que la première partie de Don Quichotte semblait inviter d'autres auteurs à s'approprier son œuvre et ses personnages, à l'image du vers de l'Arioste, qui clôture le texte de 1605, peut-être un autre chantera-t-il d'une plutôt se lire, Cervantes semble revendiquer jalousement dans la seconde partie le monopole d'exploitation de ses personnages, préférant faire mourir Don Quichotte plutôt que de l'exposer à d'autres expansions allographes. D'où peut-être la mauvaise conscience des premiers profanateurs du testament de Cervantes. Je parlais des premiers continuateurs français qui, à l'aube du XVIIIe, n'osèrent pas signer leurs œuvres de leur vrai nom. Au fil des 4 siècles qui nous séparent des deux parties du roman, cela n'a pas empêché les personnages cervantins de connaître néanmoins une quantité innombrable de dérivés fictionnels. Dans ces conditions, la question n'est peut-être plus tant de savoir quelles sont les formes de transfiction quichotesque existantes, mais plutôt de déterminer pourquoi telle ou telle modalité de la transfictionnalité a prévalu à une époque déterminée et pourquoi telle autre, en revanche, n'a jamais été exploitée. Il n'y a par exemple, à ma connaissance, aucune expansion vers l'amont, un tant soit peu aboutie, qui chercherait à comprendre et à expliquer l'enfance d'Alonso Quijano, qui, arrivé à la cinquantaine, rêva qu'il était Don Quichotte. En revanche, les expansions vers l'aval semblent encore avoir un bel avenir devant elles. Les deux dernières en date, dues à Andrés Trapiello et parues respectivement en 2004 et 2015, adoptent ainsi un parti pris nouveau, qui consiste à écrire la suite de Don Quichotte sans remettre en question sa mort. Le premier roman, Al morir Don Quijote, raconte le devenir des différents personnages de l'histoire sans le héros éponyme, qui réapparaît néanmoins par le biais d'analepses nombreuses, puisque celui-ci vit désormais dans le souvenir de ses amis. Quant au second roman, il raconte les aventures et mésaventures de Sancho aux Indes, actualisant ainsi 4 siècles après le projet d'Avellaneda d'écrire une continuation entièrement dédiée à Sancho. À moins que le romancier espagnol n'ait été influencé pour cela par les séries et la pratique très répandue du spin-off, qui donne à un personnage secondaire le premier rôle dans une série seconde, dérivée de la première,
dont elle reprend généralement l'univers. Il serait sans doute intéressant à cet égard de mettre en relation et de comparer les mérites respectifs des catégories offertes par la transfictionnalité et celles émanant de la fanfiction. Don Quichotte et avec lui Sancho sont assurément des personnages transfictionnels fondateurs de la culture hispanique. Mais les deux compères sont aussi sans aucun doute l'arbre qui cache la forêt. Or, c'est précisément pour combler cette lacune et afin d'examiner de nombreuses autres transfictions hispaniques, encore trop largement méconnues, que nous organisons le 14 et 15 octobre prochain un colloque qui sera dédié à la transfictionnalité et qui aura à cœur d'explorer ces problématiques.